Bon, je vais commencer. Donc là, je dois m'absenter, donc je dois partir à 11h30 aujourd'hui. Désolée, le cours sera un peu plus court. Probablement que du coup, je ne vais pas faire de pause. Alors, le cours aujourd'hui va être en deux parties. D'abord, je vais expliquer ce que je n'ai pas expliqué la dernière fois. J'avais conclu la dernière fois que les structures de Hodge polarisées se comportaient bien mieux que les structures de Hodge, à savoir la catégorie des structures de Hodge polarisées, par exemple les semi-simples. Mais ce que je n'avais pas expliqué, c'est comment on construit des polarisations. Donc, ça sera la première partie du cours. Construction de polarisation sur les structures de Hodge, c'est-à-dire sur la cohomologie des variétés projectives complexes. Donc, quand je dis polarisation sur la cohomologie, c'est polarisation sur les structures de Hodge qu'on a sur la cohomologie des variétés projectives complexes. Alors, je rappelle qu'une polarisation, c'est avant tout une forme d'intersection. Et ensuite, le fait que ce soit une polarisation pour une structure de Hodge donnée, c'est décrit par un certain nombre de compatibilités. Alors, les formes d'intersection, elles vont être assez naturelles. Essentiellement, elles vont venir de calcul de produits d'intersection sur la variété. Mais il va y avoir une grosse subtilité et c'est encore des questions dues à des questions de signes assez délicates. C'est ça que je vais expliquer maintenant. Donc, le point de départ, c'est ce qu'on appelle le théorème de Lefschetz difficile. Ça concerne en général les variétés compactes kählériennes. Donc on se donne oméga une classe de Kähler sur X. Donc c'est quelque chose qui est a priori dans la cohomologie à coefficient réel, mais en fait c'est représenté par une forme de type 1,1. Donc en fait c'est dans ce que j'ai appelé H11 de X. Et bien sûr, c'est la classe d'une forme de Kähler, donc c'est la classe d'une forme fermée de type 1,1, réelle et positive, dans le sens que j'ai décrit. Et alors, ce que dit le théorème de Lefschetz difficile, alors j'appelle n la dimension de X, ça dit la chose suivante, quel que soit k inférieur ou égal à n, donc c'est ça qu'on va appeler les isomorphismes de Lefschetz. On peut peut-être m'écrire aussi. Donc, je considère l'opération de K produit avec la classe oméga puissance n-k. Ça va envoyer hk de x r vers h2n-k de xr. Ces deux espaces ici sont de la même dimension parce qu'ils sont du haut pour la dualité de points carrés. Et ce que dit le théorème de Lefschetz difficile, c'est que c'est un isomorphisme. Alors, je ne vais certainement pas le montrer parce que ce résultat est une conséquence quasiment immédiate de la théorie de Hodge, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie de Hodge, c'est la théorie des formes harmoniques. Donc, dans le cours de Julian Cao, ça va venir pratiquement comme une conséquence très facile de la théorie de Hodge. Maintenant, donc, quelle est l'application qu'on va en tirer en géométrie algébrique? Maintenant, si X est une variété projective complexe, eh bien, on a vu que, je vais en parler très bientôt, c'était en fait une caractérisation des variétés projectives complexes, on a vu que dans ce cas, il y a des classes de Kähler qui sont rationnelles. Oméga, on peut prendre pour oméga la classe d'un fibré en droite ample. Et donc, oméga appartient à H2 de X. Alors, ici, je fais tout à coefficient rationnel. Donc et du coup, mon isomorphisme de Lefschetz, eh bien sûr, maintenant, on peut le mettre à coefficient rationnel.
Et un gros avantage, c'est que c'est un isomorphisme de structure de Hodge. Vous voyez, là, la classe oméga est de type 1,1, dans la classe oméga à la puissance n-k est de type n-k, n-k. Donc quand je fais l'opération de Cup produit, j'envoie HPQ sur HP plus n-k, Q plus n-k. Mais ici, on ne peut rien dire de plus parce qu'on est à coefficient réel, donc c'est essentiellement pas grand-chose. Tandis que si en plus l'isomorphisme est défini à coefficient rationnel, ça devient un isomorphisme de structure de Hodge. Alors donc ça c'est le premier point. Il y a une conséquence formelle de l'isomorphisme du théorème de l'échelle difficile. Qui est la décomposition de Lefschetz. Alors là, je vais me placer sur K inférieur ou égal à N. Alors, si K est supérieur ou égal à N, on utilise l'isomorphisme de Lefschetz pour transporter ce qui se passe du côté K inférieur ou égal à N au côté K supérieur ou égal à N. Donc, alors, ce que donne la décomposition de Lefschetz, dans ce cas, c'est HK de XQ. Alors là, désormais, on va dire la décomposition de Lefschetz, c'est très formel. Hein, donc, si vous êtes dans le cas keylérien, elle sera un coefficient réel. Mais dans notre situation, qui est celle qui m'intéresse aujourd'hui, on va supposer que oméga est rationnel et la faire un coefficient rationnel. Et donc, ça donne cette décomposition-là, plus pour 2S. 2R inférieur ou égal à K de oméga R. Et ici, je mets HK moins 2R de X Q prime. Et comment est définie cette cohomologie primitive? Donc ça, c'est contenu dans HK-2R de XQ. Eh bien, c'est défini comme... eh bien, on va prendre le noyau de l'opérateur de Lefschetz. Bon, on a l'isomorphisme de Lefschetz en degré K-2R. Maintenant, si j'ajoute une puissance de oméga, il va y avoir un certain noyau. Et c'est ça qui va donner la cohomologie primitive. Donc ça va être Ker. Ici, je dois mettre l'opérateur de Lefschetz pour celui-ci, n-k plus 2 SR plus 1. Donc, si on voit HK de moins 2R de XQ vers H2N moins K plus 2R plus 2. Alors, bon, là, je me suis mise dans ce cas où oméga est rationnel, et il va de soi, par la définition, que les HK moins 2R de XQ' est en fait une sous-structure de Hodge de cet espace HK moins 2R de XQ. Pourquoi? C'est le noyau de ce morphisme de structure de Hodge qu'est produit avec cette classe-là. Donc en fait, la décomposition qu'on a ici, c'est une décomposition en somme directe de structure de Hodge. Alors, franchement, ce corollaire, c'est très facile. Hein, je vous donne une esquisse de preuve. Enfin, ce sera même essentiellement la preuve. Bon, donc vous avez, on va faire par récurrence sur K. Donc vous prenez une classe alpha dans H2K de XQ et vous prenez oméga, non, c'est pardon, HK de XQ, et vous prenez oméga n-k plus 1 alpha. Et ce truc-là, c'est dans H2n moins k plus 2 de XQ.
Maintenant, ce que dit l'isomorphisme de Lefschetz en degré plus petit me dit que ce truc-là, c'est la même chose que oméga n-k plus 2 bêta pour un certain bêta qui est dans hk-2 de xq. Parce que j'utilise l'isomorphisme de Lefschetz ici. Et du coup, vous trouvez que eh bien, oméga n-k plus 1 de alpha moins oméga bêta est égal à 0. Et ça nous dit exactement par définition que cette classe-là, alpha prime, est primitive. Et du coup, vous avez écrit votre classe alpha égale alpha prime qui est primitive plus oméga qui est produit avec une classe bêta. Et après, vous continuez. Voilà, donc on a la décomposition de Lefschetz. Et maintenant, la forme d'intersection va être tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors, encore une fois, on a fixé notre oméga, qui sera une classe de Keller rationnelle. Et donc, on a une première forme sur hk de xq. Encore une fois, on va supposer que k est inférieur ou égal à la dimension. Comme je vous l'ai dit, grâce à l'isomorphisme de Lefschetz, on pourra toujours transporter ce qu'on a fait en dimension inférieure ou égale à n sur la cohomologie de degré supérieur ou égal à n. Alors, comment c'est défini? Simplement par alpha, bêta, oméga égale, j'écris sous la forme d'une intégrale, mais ça veut dire qu'on prend le produit d'intersection sur x de oméga n-k. Alors, cette forme d'intersection, elle est non dégénérée par l'isomorphisme de Lefschetz. Elle est assez agréable parce qu'elle satisfait ce que j'ai appelé les conditions de Hodge-Riemann 1. Les conditions de Hodge-Riemann 1, c'est simplement des conditions d'orthogonalité ou de compatibilité avec la décomposition de Hodge. Donc on veut que HPQ soit orthogonal à H. Peut-être mieux de l'écrire comme ça. On veut que FP HK soit orthogonal à F, K plus 1 moins P, HK. Alors là, je passe à coefficient complexe. C'est essentiellement ça les conditions d'orthogonalité de Hodge-Riemann 1. Et ça, dans ce cas-là, c'est satisfait pour des raisons évidentes de type. D'accord. De type complexe. Alors, mais le problème, c'est que ça ne satisfait pas Hodge-Riemann 2. Hodge-Riemann 2, c'était des conditions de signes portant sur la forme hermitienne associée à cette forme d'intersection. Donc, on avait introduit un certain H de alpha bêta égale I puissance K. Voilà, donc, je vous avais dit, Hodge-Riemann 2, c'est des conditions assez délicates de signes. On regarde la forme hermitienne associée. H de alpha bêta oméga égale I puissance K Q de Q, alors je ne l'appelais pas Q, donc j'ai alpha bêta bar oméga.
Ça donne seulement une forme sesquilinéaire. Et la condition, c'était que ce H restreint à chaque HPQ soit d'un signe défini. Défini d'un certain signe moins 1 puissance P. Et le problème, c'est que cette seconde condition-là, elle n'est pas satisfaite. Et pour la rendre satisfaite, on est obligé de faire la chose suivante. D'abord, on observe que, remarque, donc la décomposition de Lefschetz est orthogonale pour cette forme d'intersection que j'ai écrite ici. La raison étant que, bon, ça je peux expliquer pourquoi. Eh bien, donc si je prends alpha, donc je veux calculer donc oméga puissance R alpha, ici je mets un prime, donc K-2R, ici ce truc-là c'est censé être primitif, et puis ici je mets un oméga puissance S, bêta, et ici le bêta sera K de degré K-2S, et ce sera primitif. Et je veux montrer que ça vaut 0 lorsque R est différent de S. Et or, par définition, c'est, bon, j'écris encore cette intégrale, mais c'est juste somme sur x de, et là j'ai oméga, donc il faut mettre n moins k plus r plus s. Voilà, c'est exactement par définition. Et donc maintenant, si on va dire r est supérieur à S. Donc on va trouver que R plus S est supérieur à 2S. Et donc le oméga n-k plus R plus S, donc le S c'est le deuxième, vaut 0 puisque le bêta est primitif. Et donc on conclut que notre intégrale est égale à 0. Voilà. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a ça, comment on fait pour construire la polarisation? Eh bien, on pose. Alors Q oméga, donc Q oméga, ce sera une version modifiée de cette forme d'intersection que j'ai notée comme ça. Égale moins 1 puissance S, forme d'intersection initiale, hein, là, la forme naturelle, sur le terme oméga, sur le S-ième terme de la décomposition de Lefschetz. D'accord. Et par ailleurs, donc, bien sûr, le Q oméga satisfera la même condition. Et donc, la décomposition de Lefschetz est aussi orthogonale pour Q oméga. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. On a notre décomposition de Lefschetz comme ça, qui est une décomposition en somme orthogonale pour cette forme, cette forme naturelle d'intersection associée à oméga. Et on va garder la décomposition orthogonale, mais on va changer les signes une fois sur deux. C'est essentiellement ça qu'on fait. Alors, ce n'est pas moi qui me suis amusé à inventer cette règle.
Le problème, c'est que cette règle, comme je vous l'ai déjà dit, ces règles de signes, elles nous sont imposées par la géométrie. C'est le Hodge-Riemann, le théorème de l'indice de Hodge, ou plus généralement les relations de Hodge-Riemann 2, maintenant vont se formuler sur le théorème. La forme d'intersection Q oméga est une polarisation. Alors peut-être, à vrai dire, à un signe global près. Donc, de la structure de Hodge sur HK de XQ. Alors le cas le plus simple, vous prenez la cohomologie d'une surface, H2 de SQ, une surface algébrique, une surface projective. Dedans, vous avez la classe d'un diviseur ample. Donc cette classe, ça va être, on pourra choisir comme oméga. Maintenant, sur l'orthogonale de oméga, on a ce qu'on appelle le théorème de l'indice de Hodge, on a ce qu'on appelle H2 de SQ l'orthogonale de oméga. On sait très bien quelles sont les règles de signes pour la forme d'intersection là-dessus, à savoir la forme d'intersection est négative sur la partie de type 1,1 et elle est positive sur la partie de type 2,0 plus 0,2. Mais on sait très bien que ces règles de signes, elles ne sont vraies que pour l'orthogonale de oméga. Si j'ajoute la classe oméga, j'obtiens quelque chose qui est d'auto-intersection plus 1. Donc ce qu'on a fait dans cette situation, c'est de dire que notre structure de Hodge se décompose comme ça, et de changer le signe ici en un signe moins. Et là, on a fait exactement la même chose à grande échelle. Alors, évidemment, ce n'est pas très agréable, mais en fait, vous voyez bien sur cet exemple qu'on ne peut pas faire autrement. La structure de Hodge sur une surface, sur la cohomologie d'une surface, elle n'est pas naturellement polarisée, au sens où si vous prenez la forme d'intersection naturelle, elle ne donne pas les bons signes. Il faut faire cette opération. Alors maintenant, je voudrais expliquer quelque chose qui est important à la fois historiquement, mais peut-être d'une grande importance pour l'avenir de la conjecture de Hodge. Ce qu'on appelle la conjecture de Lefschetz standard, et expliquer pourquoi il est important de formuler cette conjecture séparément alors que c'est un cas particulier de la conjecture de Hodge. Peut-être que je peux vous expliquer la motivation. Donc on avait vu que si L', cette motivation, on avait vu que si la catégorie des structures de Hodge polarisées est semi-simple. Et une façon de le dire, c'est que si on a une sous-structure de Hodge avec L polarisée, alors L se décompose comme une somme directe de structures de Hodge. Alors maintenant, supposons que L soit HK de XQ, mettons avec X projective complexe. Et maintenant, je me donne un L' comme ça. Bon. Comme on vient de voir qu'il y a une polarisation sur la cohomologie de X, on trouve que L, on a nos polarisations qu'on vient de construire, et on trouve que L est égal à se décompose en une somme directe comme ça. Ce qui, d'une manière équivalente de le dire, eh bien, il y a un projecteur orthogonal pardon, je vais peut-être l'appeler, oui, pourquoi j'ai mis, oui, c'est ça, PL', oui.
qui est un morphisme de projecteur orthogonal sur le facteur L', qui est un morphisme de structure de Hodge de L vers L', de L vers L. Mais d'autre part, bon, je ne sais pas si c'était la semaine d'avant ou la semaine encore d'avant, j'avais expliqué que quand on a des morphismes de structure de Hodge, on trouve de façon correspondante des classes de Hodge sur le produit X-Croix qui, donc une classe de Hodge alpha avec PL égale alpha étoile. Est-ce que ce qu'on voudrait pour tirer parti de cet énoncé intéressant de semi-simplicité, que, eh bien, en fait, ce ne soit pas seulement une classe de Hodge qu'on a ici, mais une classe de cycle algébrique. Ou encore que πL soit induit par une classe de cycle algébrique. Alors là, je ne veux pas trop m'embarquer dans ces directions, mais l'idée, c'est qu'on voudrait quand même que cet énoncé de semi-simplicité soit motivique. D'accord. Motivique au sens où on n'a pas seulement abstraitement cette décomposition en somme directe, le projecteur associé, il vient de la géométrie algébrique, bon, j'ai expliqué d'une correspondance sur une x croix x, un cycle sur x croix x, et du coup, on n'a pas besoin de faire appel à tout ce vocabulaire transcendant pour le définir, on est à l'intérieur de la géométrie algébrique. Donc c'est ça, on peut dire, la motivation profonde de la conjecture de Lefschetz standard, qui est la suivante. Donc, eh bien, donc, je rappelle que X est projective lisse de dimension n. Donc on a vu, donc on se donne oméga, une classe de Keller qui est rationnelle, donc classe de Chern, la fibrée en droite ample. Donc on a les isomorphismes de Lefschetz. Donc le K produit avec oméga puissance n-k. Donc comme je l'ai dit, c'est un isomorphisme de structure de Hodge. Donc on peut regarder l'inverse. Qui est encore un isomorphisme de structure de Hodge. Et la conjecture, c'est que, alors encore une fois, quand on a comme ça des morphismes de structure de Hodge, on peut voir ça comme des classes de Hodge sur le produit. Et donc la conjecture dit il existe, alors bien sûr c'est pour tout x, c'est pour tout k, il existe un cycle Z de codimension k sur x croix x tel que, donc je prends sa classe de cohomologie, ça me donne une classe de Hodge de degré 2k, je prends son Z étoile associé, ça va m'envoyer le H de Z-K
sur HK. Et je veux que ce soit mon inverse, l'inverse de l'isomorphisme de Lefschetz. Alors, bon, je ne veux pas le faire, mais on peut ce ne serait pas très formel de montrer que si on a cette conjecture de Lefschetz, l'énoncé que j'ai dit ici, donc que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, il faudrait savoir plus. Je vais vous expliquer quelque chose de plus... enfin bon, ça va dans la bonne direction. Je vais vous expliquer quelque chose de plus... une conséquence plus facile, plus immédiate, et très importante de cette conjecture de Lefschetz. Donc... alors, conséquence, c'est un peu idiot de dire conséquence d'une conjecture, c'est une conjecture, bon, donc on va dire conséquence potentielle de la conjecture de Lefschetz standard. Donc, cette proposition, si la conjecture de Lefschetz est satisfaite, alors là, satisfaite par une variété spécifique X. Je n'ai pas besoin de le connaître en général ou pour plusieurs variétés. Alors, donc, pour tout entier K, bon, évidemment compris entre la 0 et la dimension de X, le produit d'intersection, donc on va mettre h de k de x q h, et ici h de z moins 2k. Donc ça, ce sont les Q espaces vectoriels, donc engendrés par des classes de cycle, par les classes de Z, d'accord. C'est pour ça que je mets ce H, sont du haut par la forme d'intersection naturelle. Ce que j'ai écrit sous la forme intégrale tout à l'heure. Donc il y a une dualité, bon, il y a une dualité évidente, hein, c'est juste donné par la forme d'intersection. Ces deux espaces sont en dimension complémentaire. Et on dit que la dualité qu'on a est parfaite. Alors, je vais prendre le temps peut-être d'expliquer ça. Donc, démonstration. Donc, on suppose, donc on peut supposer bien sûr 2K inférieur ou égal à n. Je vais changer le rôle de K et n moins K. Et donc, alors la conjecture de Lefschetz, donc, va me dire que si je prends oméga, alors là que je ne me trompe pas, oméga, le K produit avec oméga à la puissance 2K, c'est puissance n moins 2K, induit un isomorphisme de hk de xq h sur h2n moins 2K de x. Alors, vous voyez, l'isomorphisme de Lefschetz me donne un isomorphisme de ce groupe de cohomologie sur celui-ci. Mais je dis que sous Lefschetz standard, je peux mettre, ça va induire un isomorphisme sur les sous-espaces engendrés par les classes de cycle. Et la raison est très simple. On sait que c'est injectif, ça c'est Lefschetz,
Et pour la surjectivité, eh bien, on a un inverse. Il est donné par le Z qui est là-bas. Alors c'est... bon, là, il y a un changement, c'est le K est devenu un 2K dans l'intervalle, mais par le Z étoile de la conjecture de Lefschetz. Donc on a ça. Et alors maintenant, c'est pratiquement fini, parce que comme conséquence, on trouve que donc, H de K de XQ. Alors ça, c'est vrai pour tout entier K tel que de K est inférieur ou égal à N. Et la conséquence de ça, c'est que H de K de XQ H est stable par la décomposition de Lefschetz. Quelqu'un a parlé ? Oui, la décomposition de Lefschetz, j'avais expliqué qu'elle était orthogonale. Ce que j'ai, c'est que on a un sous-espace H de K donc de cohomologie algébrique contenu dans le H de K. Sur le H de K, on a la décomposition de Lefschetz. Je dis que celui-ci est stable par la décomposition de Lefschetz. Ça veut dire que si je prends un élément là-dedans, je prends sa décomposition de Lefschetz dans l'espace tout entier, et bien chacune des composantes va être encore là-dedans. Et la raison est très simple, c'est parce qu'il faut se souvenir comment j'ai construit ma décomposition de Lefschetz. C'était vraiment tout à fait à la main. J'avais pris les oméga à la puissance n-k plus 1 et j'avais pris des inverses pour la construire petit à petit. Bon. Mais par hypothèse, j'ai ma conjecture de Lefschetz standard. Elle me dit que les inverses des opérateurs de Lefschetz sont induits par des classes de cycle algébrique. Donc ça va préserver les classes algébriques. Et du coup, la construction que j'ai faite là-bas, partout, vous pouvez mettre alge. Et alors du coup, c'est pratiquement fini parce que j'écris la décomposition. Ah oui, alors donc pour montrer le résultat ici, donc pour montrer la proposition, eh bien, il suffit de savoir il suffit de montrer que eh bien, l'application, la forme suivante. Donc, j'avais dit que c'était somme sur x de oméga puissance n-2k sur h de k de xq et n non dégénéré sur h de k de xq alge. Pourquoi ? Parce que cette forme d'intersection, on peut aussi la voir comme celle qui met en relation, en dualité, ces deux espaces. Et donc, si on montre ça, ça montrera clairement que ces deux espaces sont en dualité parfaite. Mais ça, c'est très facile une fois qu'on a ça, parce que donc voyez, on a notre décomposition de Lefschetz. Voilà. Sur h de k de xq alge. Et cette décomposition, elle est orthogonale pour cette forme-là. Maintenant, et chacun des morceaux est donc est dans la, c'est une décomposition de cet espace. Et donc maintenant, ce que je sais, c'est que si je change les signes ici, donc
après les changements de signe. Donc on obtient Q oméga. Or la forme, donc maintenant je remplace celle-ci par celle-ci. Si je la restreins à h de k de xq âge, est non dégénérée. Et pourquoi elle est non dégénérée? C'est parce que le h de k de xq âge, il est contenu dans hkk de x. Ce sont des classes de Hodge. Et les conditions de signe de Hodge-Riemann 2 me disent que cette forme Q oméga, elle est d'un signe défini sur cet espace. Donc quand j'ai cette forme d'intersection bizarre, modifiée sur cet espace, elle est d'un certain signe. Du coup, quand je la restreins à un sous-espace, elle reste non dégénérée. Donc c'est ça tout le fond de la chose. Et donc, avant de passer à un sujet vraiment différent, je vous explique une conséquence de ça, parce que mon but est de passer à partir de la semaine prochaine à un autre ingrédient absolument fondamental de la théorie des structures de Hodge, qui est la notion de structure de Hodge mixte. Ça n'a absolument pas fait son apparition jusqu'ici. Le cycle est de codimension K, mais du coup, sa classe est de degré 2K. Hein. La classe de cycle, c'est codimension K complexe, donc c'est codimension 2K réelle, et donc la classe, elle est dans H2K. C'est pour ça que ce breptissement, tout d'un coup, les indices ici sont devenus indicés par des nombres pairs. C'est parce que je me suis restreinte juste à des classes de cohomologie venant de cycles algébriques. Alors, je reconnais que j'aurais dû dire, peut-être mettre L avant, mais à un moment donné, j'ai oublié le K, je l'ai remplacé par 2K parce que je m'intéressais seulement à la cohomologie de degré pair engendrée par des classes de cycle. Oui, alors donc une autre conséquence de ça, donc c'est une conséquence de cette proposition d'ailleurs. Donc maintenant, on a besoin de supposer la conjecture de Lefschetz plus généralement. Donc, par exemple, moi, je vais passer à cette situation-là, mais pas plutôt comme ça. Voilà. Donc, deux variétés projectives lisses sur C. Et on suppose que les deux satisfont la conjecture de Lefschetz standard. Alors maintenant, je me donne alpha. Donc ça va être une classe sur Y. Et on suppose que alpha est égal à J étoile bêta avec bêta dans H de K de XQ. Alors, si alpha est algébrique, sur Y, c'est-à-dire alpha est la classe d'un cycle Z, eh bien, il existe un bêta prime qui est algébrique sur X, hein, avec donc bêta prime sera la classe d'un cycle Z prime, donc avec J étoile bêta prime égale alpha.
Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut supposer ces conjectures de Lefschetz. Je prends une classe de cycle sur Y. Je suppose que simplement comme classe de cohomologie, elle vient de X. Alors en fait, elle vient d'une classe de cycle sur X. Et mon but est d'exploiter ça par la suite, après avoir expliqué les beaux résultats de deux lignes utilisant la théorie de structure de Hodge mixte, pour montrer que la conjecture de Lefschetz standard entraîne ce qu'on appelle la conjecture de Hodge variationnelle. Donc ça, c'est quand même vraiment un énoncé important, même si, bien sûr, c'est un énoncé conditionnel qui dépend de cette conjecture de Lefschetz standard. C'est juste plus histoire de vous montrer que cette conjecture de Lefschetz standard joue un rôle très très important en théorie des cycles algébriques. Alors, cette conséquence, elle est assez immédiate. C'est totalement formel, ça. Donc, on sait que alpha est dans H de K de YQH. Donc, on sait que alpha est un J étoile bêta. Donc, ce bêta est dans H de K de XQ. Et maintenant, donc, on appelle n la dimension de X. Et donc, notre bêta, donc bien sûr, on a notre dualité entre H de K de XQ et H de N moins 2K de XQ. Là-dedans, on a le H de N moins 2K de XQH. Et maintenant, le bêta donne, par restriction, donne une forme sur H de N moins 2K de XQH. Et la conjecture de Lefschetz standard nous dit que cette forme, donc, nous dit que, donc on va appeler bêta étoile, nous dit qu'il existe maintenant une classe de cycles telle que qui induit cette forme. Et alors maintenant, donc, comme vous pouvez vous en douter, on conclut en montrant que eh bien que J étoile bêta prime est égal à alpha. Et là, pour finir ça, donc, il suffit de savoir la conjecture de Lefschetz maintenant pour Y. Voilà, c'est juste un petit énoncé de dualité. Voilà, donc essentiellement c'est tout pour cette partie conjecture de Hodge. Je reviendrai à ça, je pense, dans 2 ou 3 semaines. Bon. Ce que je voulais faire aujourd'hui, pour terminer avec l'importance des polarisations, c'était vous expliquer comment marche mon travail sur le problème de Kodaira. Disons que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ça a permis de mettre des restrictions topologiques assez importantes sur la classe des variétés keylériennes compactes. Via l'existence de structures de Hodge, qui malheureusement dépendent de la structure complexe, donc ce n'est pas purement topologique, mais je vais vous expliquer dans une minute comment on obtient ces restrictions. C'est par la notion de structure de Hodge sur une algèbre de cohomologie. Et donc, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui est apparu dans les cours précédents, c'est que si X donc, est keylérienne
compacte. Chaque HK de XQ a une structure de Hodge. Mais de plus, ces structures de Hodge sont compatibles. À savoir que si je prends, elles sont compatibles donc, avec le cap produit, au sens où quand je passe à coefficient complexe, je prends la décomposition de Hodge sur tous les morceaux. Bien, ce que j'obtiens, c'est en fait une algèbre bigraduée. Comme ça. Et donc c'est ça qu'on va appeler une structure de Hodge sur une algèbre de cohomologie. Et ça met des restrictions topologiques sur X. Alors, on a déjà vu la restriction la plus simple qui consiste à dire si on prend une variété keylérienne compacte, ces groupes, ces nombres de Betti, B, 2i plus 1 sont tous pairs. C'est un premier exemple d'une restriction topologique, mais qui ne fait pas appel à la structure d'algèbre sur l'algèbre de cohomologie. Mais avec cette notion, on obtient en fait plein de restrictions. Je vais peut-être vous donner un exemple dans un moment. Et ce que j'ai fait donc, il y a une dizaine d'années, c'est que j'ai montré que les variétés donc, projectives complexes sont encore plus restreintes. Topologiquement. Et la raison, c'est que eh bien, donc, si je prends X projective lisse sur C, alors, eh bien, comme auparavant, l'algèbre de cohomologie admet une structure de Hodge, dans ce sens-là, la structure de Hodge de l'algèbre de cohomologie, donc structure de Hodge sur chaque morceau, mais compatibilité avec le produit, mais aussi il existe des polarisations. En plus de ça, on veut que les structures de Hodge sur chacun des morceaux HK soient des structures de Hodge polarisables. Et donc je vais vous expliquer comment on peut construire finalement des algèbres de cohomologie venant de variétés keylériennes compactes qui ne satisfont pas cette condition supplémentaire et donc ne peuvent pas être des algèbres de cohomologie de variétés algébriques. Alors peut-être, avant de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça le problème de Kodaira. Et comment se situent les variétés projectives parmi les variétés keylériennes. Donc, bon, d'abord, il y a le théorème de Kodaira. Je ne me souviens plus si je l'ai énoncé clairement à un moment donné. Donc, X, une variété keylérienne compacte. Est projective. Si et seulement si. Alors, bon, jusqu'ici, on a très souvent utilisé l'implication dans ce sens-là. C'est celle-ci que j'ai montrée. Si et seulement si, il existe une classe de Keller qui est rationnelle. Donc, c'est oméga. Donc, elle doit être de type 1,1. Elle est dans la cohomologie rationnelle et elle satisfait une certaine condition de positivité. Alors du coup, on voit que pour décider si une variété keylérienne compacte est rationnelle, on doit regarder sa structure de Hodge sur le H2. Alors la situation est comme ça, donc je me place sur le H2R.
Bon, je vais avoir un espace comme ça. Bon, le dessin n'est pas très bon, parce que, mais bon, le H de R, il a une décomposition. Donc c'est la trace de la décomposition de Hodge sur la cohomologie réelle. Donc il y a la partie là, et je prends son intersection avec la cohomologie réelle. Et pareil, voilà. Donc ça c'est simplement la trace sur la cohomologie réelle de la décomposition de Hodge. Donc ici j'ai mon espace comme ça. Et là, bon là le dessin est très mauvais parce que cet espace il est forcément de dimension paire, mais c'est pas très grave. Et là j'ai mon espace H11R1. Dans cet espace, j'ai le cône de Keller. Et ce cône de Keller, il est ouvert. Pourquoi? Parce que là c'est les classes de toutes les formes fermées de type 1,1. Et là, c'est les classes de toutes les formes fermées de type 1,1 et positives. Mais la positivité, c'est une condition ouverte, et donc le résultat, c'est que ça me donne un cône ouvert. Alors, donc, ce que nous dit Kodaira, c'est que pour que la variété soit projective, il faut attraper une classe de cohomologie rationnelle là-dedans, dans ce cône de Keller. Mais le problème, c'est que la cohomologie rationnelle, c'est ces petits points, elle est dense. Elle est dense dans H2 de XR. Mais a priori, il n'y a aucune raison qu'on puisse attraper cette décomposition en deux espaces. Elle n'est pas définie sur Q, donc a priori, il n'y a aucune raison qu'on puisse attraper une classe de cohomologie rationnelle dans ce sous-espace ici. Alors donc, voilà la nature du problème. Et ce qu'on peut se dire, ce que suggère aussi ce dessin, c'est que en déformant un peu la structure complexe, eh bien, la décomposition bouge. C'est-à-dire ces deux espaces ici vont bouger, ils dépendent de la structure complexe. Et donc on peut espérer attraper une classe rationnelle en se déplaçant un petit peu, puisque les points rationnels sont dans cet espace. Alors, cette situation, en fait, elle avait été observée dans beaucoup de cas. Exemple, eh bien, par exemple, les tors complexes. Pour les tors complexes, un tort complexe général n'est pas algébrique, ça je l'ai montré, mais par une petite déformation, eh bien, on peut, comme ça, attraper une classe de Keller rationnelle et il devient algébrique. Mais aussi, donc, il y a le théorème de Kodaira. Eh bien, toutes les surfaces kehleriennes compactes admettent une petite déformation. Donc, admettent une petite déformation de la structure complexe qui est projective. Alors, dans le cas donc la preuve donnée par Kodaira, dans le cas des surfaces, fait appel à la classification des surfaces kehleriennes compactes. Mais en fait, plus récemment, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, Nicolas Bourdal a donné une preuve vraiment infinitésimale de ce théorème de Kodaira, vraiment dans cet esprit-là, en montrant que si on part d'une surface kehlerienne compacte, par une petite déformation, c'est même infinitésimal comme raisonnement, on peut attraper une classe de Keller rationnelle et rendre la surface projective. Alors donc, bien sûr, dans ces cas-là, déformer la structure complexe, c'est juste garder la variété différenciable sous-jacente et changer la donnée supplémentaire qui est donnée par la structure complexe. Et donc, une autre manière de formuler le théorème de Kodaira dans les... Donc, autre ça entraîne, par exemple, si n égale 2, donc toute surface kehlerienne compacte
est homéomorphe, même difféomorphe, à une surface projective. Voilà. Alors j'ai montré que ça devenait complètement faux en dimension supérieure. Donc, alors ça marche à partir de la dimension 4. Et en dimension 3, il y a des travaux intéressants parce que on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc il existe. Donc, il existe des variétés kählériennes compactes. Alors non seulement qui ne sont pas homéomorphes à des variétés projectives, mais qui n'ont pas l'algèbre de cohomologie d'une variété projective. Donc non seulement elles sont pas, ça prouve certainement qu'elles ne sont pas homéomorphes à des variétés projectives, mais ça prouve même qu'elles n'ont pas le type d'homotopie d'une variété projective, par exemple. Bon, là, je peux mettre l'algèbre de cohomologie, mettons un coefficient rationnel, mais avec l'aide de deux lignes, il y avait une argumentation améliorée qui permettait de mettre essentiellement n'importe quoi comme coefficient ici. Alors, je vais vous expliquer, donc en fait, un énoncé un peu plus précis, c'est simple. Donc, on construit donc, une variété kählérienne compacte dont l'algèbre de cohomologie n'admet pas de structure de Hodge polarisable. Donc vous voyez, c'est délicat parce qu'on part de cette variété kählérienne compacte. Donc on sait que l'algèbre de cohomologie admet des structures de Hodge compatibles. Mais ce qu'on montre, c'est que ces structures de Hodge ne sont pas polarisables. Et en fait, c'est justement l'algèbre de cohomologie qui va interdire l'existence d'une polarisation. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Et en fait, le point de départ est très simple. Le point de départ, c'est l'observation que certains endomorphismes de structures de Hodge, qui sont possibles sur des structures de Hodge en général, interdisent l'existence d'une polarisation. Donc, alors, je vais le faire dans le cas des structures de Hodge de poids 1. Les structures de Hodge de poids 1, je vais un peu montrer que c'était si vous prenez les structures de Hodge de poids 1 coefficient entier, c'est exactement la même chose, il y a une équivalence de catégorie, que les tors complexes. Donc, on part de gamma. Donc, je vais prendre des structures de Hodge entières cette fois-ci, pour que la géométrie soit plus claire derrière. Donc, soit gamma, donc un réseau de rang 2N. Et phi, un endomorphisme de ce réseau. Alors, donc, on suppose
On suppose donc alors ce phi, bon, bien sûr, va agir sur l'espace vectoriel associé, gamma q. Et donc, on regarde un petit peu les valeurs propres de l'action de ce phi. Alors, on suppose que les valeurs propres de phi, dans phi q, si vous voulez, sont toutes distinctes. Aucune réelle. Et de plus, alors on va supposer que si je prends gal, alors du coup j'ai un certain corps, Q de phi. Voilà. Le groupe de Galois de ce corps, c'est une extension finie de Q, et le groupe de Galois de ce corps va agir bien sûr sur les valeurs propres de phi, donc c'est-à-dire les racines des polynômes caractéristiques de phi q, agit donc sur les valeurs propres de phi q de manière bitransitive. Voilà, donc c'est juste des hypothèses relativement génériques sur mon endomorphisme. Alors il existe un tor complexe, donc Cn sur gamma, donc on va appeler T, avec action de phi. Ce que j'appelle action de phi, c'est une action sur le tor qui induit phi sur le gamma, qui est l'homologie de degré 1 du tor. Et 2, si n supérieur ou égal à 2, alors on va dire ça, je n'ai pas du tout besoin de ça pour montrer 1, enfin, j'ai juste besoin de cette condition-là. Si n est supérieur ou égal à 2, eh bien, un tel tor T n'est pas algébrique. De façon équivalente, la structure de Hall de poids 1 n'est pas polarisable. Je vous avais dit qu'il y avait donc on a notre gamma contenu dans Cn, et donc définissant notre tor, et la structure de Hall de poids 1, elle était obtenue en faisant comme ça, et ici on regardait le noyau, gamma 1, 0, et là, ça c'est le terme de type 1, 0 pour une structure de Hall, c'est ça que j'appelle la structure de poids 1 associée. C'est la structure de Hall sur l'homologie H1 du tor. Alors là, la preuve est très simple. Donc, pour le point 1, on regarde les valeurs propres de notre phi, d'accord ? Et je sais qu'il n'y a pas de valeur propre réelle, et donc on peut s'arranger pour que, si je prends lambda 1, lambda n, d'accord, il n'y en ait pas deux. Donc on va dire parmi lambda 1, lambda n, deux ne sont pas conjugués. Ce n'est pas un conjugué complexe. Vous voyez, nos valeurs propres viennent en paire de valeurs propres conjuguées. Donc je m'arrange pour que les n premières ne contiennent pas deux valeurs propres conjuguées. Et les n derrière, du coup, vont être les lambda n plus 1 jusqu'à lambda 2n. Et alors maintenant, c'est très simple. On pose gamma 1, 0 égale
donc le sous-espace propre associé au choix lambda 1, lambda n. Et du fait qu'on a fait cette hypothèse que là, les valeurs propres, donc on a ce paquet de valeurs propres et les valeurs propres conjuguées forment le reste des valeurs propres, on trouve que gamma 1, 0 plus son conjugué complexe, qui est l'espace propre associé aux valeurs propres lambda 1 bar jusqu'à lambda n bar, c'est forcément gamma c. Et donc, on a exactement construit, on est exactement dans les conditions d'avoir un tore complexe. Donc, si je prends gamma C quotienté par gamma 1, 0 plus gamma, eh bien, ça, c'est le tore dont j'ai besoin. Et c'est très clair qu'il a une action de phi parce que vous prenez votre phi agissant sur gamma, vous l'étendez linéairement et vous quotientez par hypothèse, l'extension C linéaire préserve ce gamma 1, 0, donc ça induit un morphisme C linéaire de Cn dans Cn, et c'est comme ça que ça marche. Donc ça nous donne l'existence de T, et par contre, maintenant, il faut montrer le point 2, et ça, c'est... Pour le point 2, eh bien, maintenant on a notre... on part de ce phi donc, qui agit sur T. Donc c'est un morphisme de tore complexe, en particulier de variété keylérienne compacte. Et donc on a un phi étoile associé de H2 de TQ vers H2 de TQ. Et ça, j'ai expliqué que ça devait être un morphisme de structure de Hodge. Et donc, alors maintenant, si je prends HDG2 de TQ, c'est-à-dire les classes Hodge, donc dans cette structure de Hodge, c'est les classes rationnelles de type 1,1. Ça, c'est stable par phi étoile. Et c'est là-dedans que vivent toutes les classes de Chern C1 de L dont on aurait besoin pour, enfin, qui existeraient si T était projectif. C'est stable par phi étoile parce que phi étoile est un morphisme de structure de Hodge. Et donc, maintenant, la remarque, c'est que sous notre hypothèse, donc là, on a enlevé cette condition-là. Et là, voilà. Donc, le étoile garantit que H2 de TQ est simple sous l'action de phi étoile. C'est-à-dire, là, le lien entre les deux, c'est que le H2 de TQ, c'est le lambda 2 H1 de TQ. D'accord ? Et donc, dans le lambda 2 H1 de TQ, c'est là que vous allez avoir toutes les... Vous allez avoir les EI extérieurs EJ, et si je prends comme base de la cohomologie une base faite de vecteurs propres sous phi, c'est là que je vais avoir apparaître les paires de valeurs propres. Donc, alors quand je dis simple, ça veut dire que eh bien, tout sous-espace donc, défini sur Q
qui est stable sous phi étoile, est soit 0, soit H2 de TQ tout entier. Donc j'applique ça à mon espace HDG2 de TQ. On a conclu que c'est forcément 0 ou tout. Mais ça, c'est impossible dans le cas où n est au moins égal à 2, parce que la décomposition de Hodge est non triviale et qu'il y a du H de 0. Voilà. Et donc, on conclut que en fait, il n'y a pas de classe de Hodge de degré 2 dès qu'il y a ce phi qui agit. Et donc, a fortiori, T n'est pas projectif. Voilà. Alors, donc maintenant, je vous explique comment on exploite ce lemme pour construire ces exemples-là. Alors, donc on part d'un tore complexe avec une action de ce phi, exactement comme dans le lemme précédent. Donc avec ces conditions étoile et étoile étoile. Et donc on regarde T croix T. Et dans ce tore, dans ce produit T croix T, c'est pour ça qu'on est déjà en dimension 4 en fait. Parce qu'il faut que le tore T soit de dimension 2. Donc quand je fais T croix T, on est déjà en dimension 4. De toutes les façons, la morale l'idée même de cet énoncé suppose qu'on a une algèbre de cohomologie assez compliquée, et si on est en dimension 3, l'algèbre de cohomologie ne peut pas être très très compliquée. Donc on prend ce T croix T et il contient 4 sous-tores isomorphes à T, à savoir, mettons T1 égale T croix 0, T2 égale 0 croix T, T3 égale la diagonale de T, et T4, ce sera le graphe de phi. Alors ces tores se rencontrent donc en un nombre fini de points, mais ils se rencontrent transversalement, donc on va éclater les points d'intersection. Bon, là, je suis un peu pressé, mais normalement je devrais expliquer ce que c'est qu'un éclatement, mais l'idée d'éclater un point, c'est remplacer ce point par toutes les directions tangentes en ce point, donc ça fait apparaître un Pn-1. Une manière de procéder à l'éclatement, c'est si vous avez un point dans Cn, eh bien, donc mettons le 0, d'accord, eh bien, donc vous avez ici l'application de projection vers Cpn-1, c'est l'application de passage au quotient, et elle n'est pas définie en 0, et vous prenez le graphe de cette application. Si vous prenez le graphe de cette application, au-dessus de 0, vous allez voir apparaître toutes les directions tangentes possibles.
Et c'est ça qui vous donne l'éclatement. Enfin, bref, donc on éclate les points d'intersection, et quand on fait ça, eh bien, tous ces tores qui se rencontraient comme ça de façon transverse, bon, bah, ils vont être remplacés par des choses comme ça. Bon, ici, on a une courbe exceptionnelle, et puis là, on en a une autre, et en fait, ils sont séparés, comme on le voit facilement. Ici, on a des diviseurs exceptionnels. Donc, une fois qu'on les a éclatés, on a des choses qui sont presque nos tores, ce qu'on appelle les transformés propres. Voilà. Et ils ne se rencontrent plus, et maintenant, on éclate les transformés propres TI tilde. Et c'est ça notre X. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est des choses qu'on peut faire vraiment assez facilement. Quand on éclate une variété complexe, keulérienne compacte, donc cette variété, a priori, c'est juste une variété keulérienne compacte. Et quand on éclate une variété keulérienne compacte le long d'une sous-variété, eh bien, ce qu'on obtient, c'est encore une variété keulérienne compacte. Donc ça va être ça, notre X. Et donc le théorème, c'est... si donc, le X est construit là, donc si X' est une variété keulérienne compacte, alors oui, je peux le dire comme ça. Oui, on va le dire comme ça, c'est un peu idiot. Bon, c'est le théorème. Donc, il n'existe pas de structure de Hodge polarisable sur l'algèbre de cohomologie. Alors, en quoi bon, bien sûr, là, j'ai utilisé l'endomorphisme phi pour construire la variété X, puisqu'il y a ce graphe qui est apparu et qui a été éclaté. Maintenant, le point crucial, c'est la chose suivante. Donc, comment le dire bien, donc, je vais le faire rapidement. Si on a une structure de Hodge polarisable sur H étoile de X Q, alors la structure, alors une structure de Hodge sur l'algèbre de cohomologie, c'est donc une structure de Hodge de poids K sur chaque HK est compatible avec le produit. Donc en particulier, je vais avoir une structure de Hodge de poids 1. Là, j'insiste sur le fait que notre variété est keulérienne compacte, donc il y a une structure de Hodge sur l'algèbre de cohomologie. Maintenant, je veux voir étudier les autres et voir s'il n'y en aurait pas une autre qui, en plus, serait polarisable. Alors maintenant, je regarde toutes les structures de Hodge possibles sur l'algèbre de cohomologie. Alors, justement, je ne mets pas ça. Si je prends une structure de Hodge sur cette algèbre de cohomologie, alors la structure de Hodge de poids 1 sur H1 de XQ est une somme directe de deux structures de Hodge, L plus L, avec et L, et la structure de Hodge sur L admet donc une action un endomorphisme. Conjugué à phi
Et donc, ça, c'est l'énoncé clé. Et ça suffit clairement à montrer le résultat parce que donc le lemme précédent, alors traduit en termes de structure de Hodge de poids 1 plutôt que de tore complexe, entraîne alors que la structure de Hodge sur elle n'est pas polarisable. Pas polarisable parce qu'il y a cette action de phi, et ça c'est... Voilà, là, il faudrait que je fasse un peu attention à l'heure. Alors je peux peut-être vous expliquer d'où ça vient ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je reviens à mon H étoile de XQ avec sa structure, avec sa structure de Hodge. Hein. Dans cette, alors bien sûr, le H1 de XQ, c'est deux copies de la cohomologie du tore, puisque X c'est T croix T, donc j'ai ça, puis quand j'éclate, je ne change pas le H1, donc c'est ça la formule. Et ça, c'est. Ça, bon. Maintenant, dans le H2 de TQ, pardon, le H2 de XQ, eh bien, il y a le lambda 2 H1 de XQ. Donc ça, c'est ce qui vient du tore. Et puis, il y a d'autres choses qui sont toutes les classes des diviseurs exceptionnels qui apparaissent quand on éclate. Bon, ça, c'est la formule standard pour la cohomologie d'un éclatement. Donc, QEI, donc ça, c'est les classes des diviseurs exceptionnels. Alors, les diviseurs exceptionnels, ils sont de différents types. Il y a ceux qui sont apparus lorsque j'ai juste éclaté des points. Mais ceux-là ne sont pas du tout intéressants du point de vue de l'algèbre de cohomologie. Mais ceux qui sont importants dans cette affaire, c'est ceux qui sont au-dessus des tores que j'éclate. Donc en particulier, on a... Mettons que les 4 premiers diviseurs exceptionnels, ce sont ceux qui sont au-dessus des TI tilde. Et alors voilà le cœur de la démonstration, lemme. Pour toute structure de Hodge sur l'algèbre de cohomologie de X, les diviseurs, les classes EI sont des classes de Hodge. Sont des classes de Hodge pour cette structure de Hodge sur cette algèbre de cohomologie. Et une fois qu'on a ça, cet énoncé-là en résulte assez facilement parce que vous allez regarder, pour construire la décomposition, maintenant on veut analyser les structures de Hodge sur H étoile de XQ. Et on sait au départ que ces EI sont des classes de Hodge. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça. H1 de XQ, EI, avec le de XQ. On analyse des noyaux, et on s'aperçoit, donc on va avoir 4 noyaux, et on s'aperçoit qui sont des structures de Hodge, puisque je sais maintenant que les classes de Hodge sont des... Ça, c'est des morphismes des structures de Hodge. Et donc, les différents noyaux, ça va me donner 4 sous-structures de Hodge. Et avec ces 4 sous-structures de Hodge, on va pouvoir reconstituer cette structure. De même que les 4 tores dont j'étais parti au départ, il y avait le T croix 0, 0 croix T, la diagonale et la classe de l'endomorphisme phi. Et ces 4 données, c'est exactement ça qui va permettre de reconstituer la décomposition de T croix T en un produit. La diagonale, c'est ça qui dit que les deux composants des produits sont isomorphes. Et puis le graphe de phi, c'est ça qui va nous dire qu'on a en plus un endomorphisme de notre objet.
Et là, c'est exactement la même chose, mais complètement transposé dans le langage des structures de Hodge. Et le point clé, c'est le fait de récupérer ces 4 sous-structures de Hodge, ici, grâce à comme noyau de ces morphismes. Voilà, bon, oui, d'abord, il faut que j'y aille. Et donc, voilà, donc à partir de je crois que c'est fini. Je compte passer plutôt aux structures de Hodge mixtes. Et donc, ce sera vraiment un aspect complémentaire de la théorie des structures de Hodge.